Mesdames, Messieurs, bonjour. Bonjour à vous. Mesdames, Messieurs, bonjour. Bonjour à vous, chers frères et sœurs. Bonjour à tous ceux et celles qui se joignent à nous pour suivre cette présentation. Je suis Élisée Yonta, analyste financier, et économiste. Voilà, je vous remercie, tous ceux qui se joignent à nous pour suivre cette présentation. Je vous prie de nous donner un coup de main pour la partager, mais également abonnez-vous sur nos pages Facebook Élisée Yonta. Abonnez-vous également sur notre compte YouTube Élisée Yonta. Mettez un like sur la vidéo pour encourager les algorithmes de YouTube à nous élever, mais également partagez la présentation sur vos murs. Invitez vos amis à rejoindre nos pages comme abonnés. C'est une communauté de personnes, mais également souscrivez, hein, abonnez-vous à notre chaîne, faites partie des membres en donnant 1 ou 2 dollars par mois pour soutenir le développement de notre chaîne. Je vous suis reconnaissant. Je fais une conversation, une causerie aujourd'hui pour parler de la situation sécuritaire au Sahel. Comme vous le savez tous, nos frères qui sont au Sahel sont énormément touchés par la crise sécuritaire qu'ils vivent en ce moment. Bah, je me rappelle lorsque cette histoire de Boko Haram avait commencé, bon, il y a le devoir de réserve. On avait entendu certaines choses quand on était allé se plaindre pour notre pays. On avait entendu certaines choses. J'arrivais pas à y croire parce que les gens pointaient du doigt une puissance étrangère. J'arrivais pas à y croire. Mais aujourd'hui, j'y crois mieux. J'ai lu un article sur le grand remplacement, la théorie du grand remplacement sur le continent africain. La théorie du grand remplacement, c'est une théorie qui consiste à utiliser les gens d'une autre race pour envahir un territoire, soit le conquérir, soit l'envahir et substituer la population à une nouvelle population. Ça s'est fait dans l'histoire. Hein. Si vous prenez un pays comme la Papouasie-Nouvelle-Guinée, quand les colons sont arrivés sur la Papouasie-Nouvelle-Guinée, ils ont interdit aux hommes d'avoir encore des rapports sexuels avec leurs femmes. Et eux, les colons, ont eu des rapports sexuels avec leurs femmes, ce qui fait que la race noire a disparu en Papouasie-Nouvelle-Guinée. C'est devenu une race métisse ou blanche. Donc, il y a plein de choses comme ça dans l'histoire. Je n'aime pas m'attarder dessus parce que c'est vraiment douloureux. C'est le côté un peu, si je puis dire, un peu sale de l'histoire. C'est douloureux et c'est vraiment dommage. Donc, euh, je lisais là, donc, sur la théorie du grand remplacement en Afrique subsaharienne. Déjà, on voit comment ça s'est passé, notamment dans le Maghreb, la partie nord de l'Afrique, etc. Comment ça a été envahi, occupé. Et depuis, les adeptes de la théorie du grand remplacement n'ont cessé de pousser leur agenda en essayant voilà, de faire disparaître les États, notamment les États noirs dans la bande sahélienne. Voilà, je ne veux pas dire plus que ça, je préfère laisser là. Et donc, pour le faire, par exemple, il y avait l'objectif de partitionner l'État du Mali. L'État du Mali, ça fait 1275 km², 1 275 000 km². Donc, l'objectif, c'était de partitionner l'État du Mali et de faire qu'il y ait 400 000 km², le Mali, et le reste soit la naissance d'un nouvel État qui s'appelle la Zawad, donc qui va prendre à peu près 888 000 km². Donc, à peu près les 2 tiers de la surface du Mali disparaissent avec toutes les richesses qu'il y a en bas. Et on a fait développer un discours soi-disant que le nord du Mali, c'est une population, bref, etc., etc. Ce sont des groupes d'intérêt économique qui se cachent derrière ces plans-là et qui ont un agenda. Et ceux même qu'on pousse en disant, ouais, voilà, vous allez créer un État, l'Azawa, qui sera 2 tiers de la superficie du Mali, ils croient naïvement que c'est vraiment eux, si cela devait se faire, que c'est vraiment eux qu'on mettra à la tête de ces États. Non, on peut transporter les gens qui leur ressemblent en Syrie et venir les mettre là-bas et leur donner les moyens de les mater et de les faire disparaître et de créer un État qui sera peuplé par des gens venus d'ailleurs. Bref, l'histoire du monde est peuplée de choses de ce genre. Vous pouvez regarder
C'est François Fillon en France qui avait dit que quand il était allé voir le Rafsanjani, il lui a dit, voilà, etc. Rafsanjani lui a dit, mais vous savez, il y a quelques années, nous étions en Inde, on ne va pas y retourner. En réalité, c'est la théorie du grand remplacement qui les a virés de l'Inde et qui les a conduits dans un état. Donc, l'histoire du monde, quand vous lisez l'histoire sur 2000, 3000 ans, c'est peuplé de récits pareils avec des évidences. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. C'est là l'origine de la première origine de la crise sécuritaire au Sahel. Le grand remplacement, ça veut dire faire disparaître complètement les populations noires avec leur histoire, avec leur civilisation, avec ce qui faisait l'empire du Mali, etc., etc. Faire disparaître totalement ça et substituer cela, faire disparaître le Mali, voilà, noir, c'est que faire que le Mali ressemble à la Mauritanie. Voilà, en fait, en gros, c'est ça le projet. Voilà. Et face à ça, vous avez des jeunes officiers maliens qui se sont battus depuis déjà une vingtaine d'années, qui continuent à se battre pour que l'État malien tienne debout. Et nous devons leur apporter notre soutien. Ce sont nos frères et ils ont besoin de notre soutien dans ces circonstances. Donc, je me rappelle, le général Assimi Goïta en visite au Burkina Faso avait dit, voilà, la situation est sous contrôle. L'armée malienne a continué à recruter du monde, à former des gens, etc., à négocier des partenariats avec des pays comme la Russie, la Turquie, l'Iran, qui étaient prêts à leur donner l'équipement militaire pour qu'ils puissent se défendre. En face d'eux, vous avez donc un pays qui a toujours vécu du pillage des ressources naturelles des États du Sahel et qui envisage donc aujourd'hui, comme ils ont dit eux-mêmes, nous devons retourner là-bas parce qu'on ne peut être rien sans là-bas. Et donc, qui soutient, parce que les vidéos, je le dis parce que les vidéos existent, non, il n'y a pas besoin de penser que c'est une attaque, où on voit des vidéos, des gens regroupés, 5000 personnes dans un camp, dans un pays voisin. Et ces personnes-là, il y a des instructeurs qui ne sont pas noirs, qui ne sont pas maghrébins non plus, arabes si on peut dire, mais qui sont blancs, qui descendent de l'hélicoptère et qui essaient de les organiser pour qu'ils donnent l'assaut sur le Mali en soi-disant coupant les voies d'approvisionnement, puisque le Mali est un pays qui n'a pas de débouchés sur la mer. Donc, coupant les voies d'approvisionnement, etc., et sabotant les routes, etc., détruisant les carburants et posant des actions. Ça veut dire qu'ils stoppent un bus, ils se filment devant le bus et ils mettent sur les réseaux sociaux et ils font beaucoup de bruit avec et tout, des choses comme ça. Il y a aussi les campagnes d'intimidation. Ils ont des vidéos sur la toile, vous pouvez voir les campagnes d'intimidation où ils disent, voilà, tel journaliste, si tu parles encore, tu vas voir ta famille qui est restée à tel endroit, on va l'enlever, telle autorité. Donc, ça s'appelle une campagne de terreur et c'est ce qu'on appelle le terrorisme. Le terrorisme, ce sont des gens en armes qui procèdent, bonjour Jerry, bonsoir. Ce sont des gens en armes qui procèdent à une campagne d'intimidation contre les personnes qui n'ont pas d'armes, qui sont dépourvues d'armes et qui ne peuvent pas se défendre. Donc à partir de là, la situation devient très compliquée. Et donc le Mali, dans cette situation-là, en ce moment, elle doit y faire face. Ce que je voulais dire, donc c'est ça l'objet de mon direct, c'est que on a vu toute sa campagne médiatique de sabotage. Vous voyez bien, on met sur les sites des affaires étrangères, voici les pays qu'on vous recommande de ne pas y aller, alors que tous les jours les avions atterrissent à Bamako. Je regardais l'ORTM, l'Office de radio-télévision malienne tout à l'heure, vous voyez bien comment l'ambassade de France a organisé un événement de show, c'est-à-dire que de défilés de mode, de démonstrations des stylistes et couturiers maliens qui font des merveilles, vraiment, des merveilles. J'ai même pensé qu'il faudrait qu'on trouve le contact de ces gens-là pour les inviter à faire une tournée ici aux États-Unis. Donc des merveilles. Et qui contraste, on voyait bien la réaction des Français qui étaient dans la salle à Bamako. Ce qui se passe, c'est qu'eux, ils organisent à Bamako, contraste très nettement avec ce qu'on dit à Paris, oui, les Maliens sont en train de fuir, les Français sont en train de fuir le Mali, et ce n'est pas bien. Ça veut dire, vous voyez bien, si l'ambassade de France au Mali organise une cérémonie culturelle pour pouvoir, pour que les gens puissent se mettre ensemble, et que dans le même temps, les médias français
euh, dépeignent une situation alarmante au Mali, ça veut bien dire que ce sont des groupes d'intérêt qui sont derrière pour pouvoir, comme on dit, intimider le gouvernement malien. Mais on voit bien que ce soit le Premier ministre, que ce soit le gouvernement malien, le calme et la sérénité règnent. Donc, voilà. Donc, ce n'est pas bien la théorie du grand remplacement, parce que si ça se passe au Sahel, ça veut dire au Niger, ça veut dire au Tchad, ça veut dire au Bénin, au Burkina Faso, ça veut dire au Mali, ça veut dire en Guinée-Conakry. Il ne faut pas douter un seul instant que ça va se poursuivre dans les pays encore plus en bas. Ça veut dire le Libéria, la Sierra Leone, la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Togo, le Bénin, et même voir le Nigeria. Parce que vous avez vu aujourd'hui le Nigeria qui était attentiste commence aussi à se bouger parce qu'il s'aperçoit que la crise de sécurité a ses portes. C'est important de le dire. Donc, le Mali a donc connu une crise de carburant parce que des personnes qui se cachent dans la brousse et qui attendent quand les camions passent, ils les sabotent. Les camions n'étaient pas d'abord escortés, donc ils ont entrepris de saboter les camions. Donc, comment on dit ça, les forces armées maliennes ont commencé à escorter du carburant. Je pense que d'abord, il y avait une grosse pénurie de carburant. Parce que vous savez, quand il n'y a pas d'abord le carburant, c'est là où l'État prélève les taxes. L'État prélève les droits de douane, l'État prélève les taxes sur les produits pétroliers. Bon. Logiquement, un pays comme le Mali aurait dû avoir une raffinerie. Alors, s'il n'a pas eu de raffinerie, n'oubliez pas que le Mali était sous l'emprise d'une puissance étrangère et que cette puissance étrangère a tout fait pour que le Mali n'ait pas une raffinerie. Et c'est cette puissance étrangère qui livrait le carburant au Mali. L'une des raisons aussi du sabotage, c'est que le Mali a décidé désormais de s'approvisionner dans les pays voisins. Par exemple, en Côte d'Ivoire, où la Côte d'Ivoire aujourd'hui, je crois, a 2 raffineries. Je peux me tromper, mais je crois. Hein, donc, la CI, Société ivoirienne de raffinage, a 2 raffineries et envisage la construction d'autres raffineries. Donc, le Mali, dans un esprit panafricaniste, ça veut dire que pourquoi aller acheter ailleurs ce que nous avons déjà chez nous, a fait venir 1300 camions de carburant de la Côte d'Ivoire. Ça, c'était quelque chose d'important. C'est quelque chose qu'on n'a pas mentionné dans les médias ou aussi d'autres activistes panafricains n'ont pas parlé. Moi, il faut saluer ça à sa juste valeur, que le gouvernement ivoirien ait opté pour la réelle politique. La réelle politique. La réelle politique. Au lieu de la rancune, les rancœurs, etc., le gouvernement ivoirien a opté pour la réelle politique. La réelle politique d'abord parce que quand vous voyez le Mali est un grand exportateur de fer vers la Chine et le fer ivoirien, le fer malien est exporté via la Côte d'Ivoire par le port de San Pedro. Et c'est d'ailleurs ça qui constitue la grande partie de l'activité du port de San Pedro et qui génère énormément de revenus et permet à la Côte d'Ivoire de diversifier ses activités sur la façade maritime. Et le contrat a toujours été exécuté malgré les troubles. Donc, c'est la première chose. Donc la deuxième chose, je pense que la Côte d'Ivoire a retourné l'ascenseur au Mali en permettant l'achat et la livraison de 1300 camions de carburant. C'est beaucoup quand même, 1300 camions de carburant. C'est beaucoup, hein, ça c'est beaucoup quand même, hein, franchement. Je ne sais pas quelle est la capacité d'un camion de carburant. S'il posait que c'est 50 000, si vous avez 1300 camions, c'est des millions de litres de carburant. Donc, ça a soulagé énormément la ville de Bamako. Ça a fait respirer, ça a fait redémarrer les activités. C'est important parce que l'objectif des gens qui sabotent les camions de carburant, c'est d'asphyxier la mobilité urbaine. On sait tous que dans nos villes, dans les villes, il n'y a pas des choses comme le métro, le RER, etc., ou le tramway. Euh, les populations se déplacent beaucoup avec la voiture, dont les taxis, les cargos, hein, les waro, comme on appelle waro waro en Côte d'Ivoire, ou bien la moto. Et tout ça là, ce sont des véhicules qui consomment beaucoup de l'énergie fossile. Donc le carburant, le gazole, etc. Première chose. Donc la mobilité urbaine dans l'agglomération de Bamako, qui en réalité a 5 millions d'habitants. Les autorités disent 3 millions et demi, mais moi j'ai consulté les documents ici qui parlent de 5 millions. Deuxièmement, le transport interurbain, parce que le Mali a une activité agro-pastorale qui est très développée. La production de vaches laitières, la production de races à viande, etc.
la production de volailles, la transformation de tourteaux de coton pour nourrir tout ça. Donc, c'est une activité qui se fait à l'intérieur du pays et qui est évacuée dans les zones urbaines. Gao, Tombouctou, Sikasso, etc., etc., Bamako, etc. Donc, le but était de couper le transport interurbain de personnes et de marchandises afin voilà, de perturber l'activité économique pour que l'État n'ait plus assez de ressources parce qu'il ne prélève pas les taxes, donc il ne puisse pas financer la guerre qui lui est imposée de l'extérieur. Ensuite, l'activité aussi, couper les fixes, ça permet, par exemple, de freiner le transport des marchandises, donc le transport des produits importés. Par exemple, vous avez vu, depuis le port de Dakar jusqu'à Bamako, depuis le port d'Abidjan jusqu'à Bamako, mais aussi depuis le port de Accra jusqu'à Bamako, donc, et même de Conakry jusqu'à Bamako. Donc, c'est une activité de sabotage, etc. Donc, là aussi, les 1300 camions qui sont arrivés de Côte d'Ivoire ont certainement permis de soulager énormément l'activité économique dans un pays comme le Mali. Donc, ça fait que les autorités ont pu faire respirer énormément, voilà, et redémarrer l'approvisionnement le président Assimi Goïta a nommé le général Camara, qui sera, dont le rôle sera en charge de conduire des unités spéciales pour sécuriser les approvisionnements en carburant de tous les points. Ça veut dire que aussi bien du Burkina, de la Côte d'Ivoire, de la Guinée, du Sénégal, du Mali, etc., etc., pour approvisionner à la régulière. Donc, il faut d'abord saluer le geste de la Côte d'Ivoire à sa juste valeur du président Ouattara, parce que le président Lassi ne peut pas vendre 1300 camions de carburant sans obtenir l'accord de la présidence de la République après réunion ou avis du Conseil de sécurité nationale de la Côte d'Ivoire. Donc, ils l'ont fait, ça il faut saluer à leur juste valeur, et ça a desserré énormément l'étau sur la ville de Bamako. Même l'armée malienne, pour son fonctionnement, a besoin des réserves de carburant. Voilà. Ensuite, il faut apprécier aussi à sa juste valeur le gouvernement malien, le gouvernement du Niger. C'est important. Hier, le Mali a reçu 82 gratuits, un don de 82 citernes de carburant qui a été escorté par 700 éléments de l'armée du Niger. Donc, ce n'est pas la première fois que le Niger fait ça. Quand on avait essayé d'asphyxier le nord du Mali, le Niger avait vendu au Mali, je crois que c'était 200 citernes de carburant. Et les 200 citernes de carburant avaient été escortées par l'armée nigérienne pour aller traverser la zone de l'Iptako-Gourma et aller desservir les stations-service du nord du Mali. C'est là que vous voyez l'utilité de la Confédération. De la Confédération. Je dis ça parce que moi, je viens de la CEMAC, et dans la CEMAC, vous n'avez jamais vu pareille opération. Si oui, peut-être quand Touadéra était menacé d'être renversé, mais l'armée camerounaise n'a pas escorté les camions, c'est l'armée russe, les Africains, voilà, les combattants de anciens Wagner, qui avaient avec leurs hélicoptères, leurs véhicules blindés, les chars, tout ça, escorté les camions jusqu'à Bangui en Centrafrique. Donc, à partir de la frontière du Cameroun, donc les camions étaient arrivés du port de Douala et ils ont pris le relais pour escorter jusqu'à Bangui. Bon. Donc, le Niger a offert, je dis bien offert, 82 citernes de carburant à l'État du Mali. Je crois que les 82 citernes de carburant vont certainement être utilisées par l'armée malienne pour reconstituer ses réserves afin de pouvoir être pleinement autonome et se battre. Bon. Alors, pourquoi c'est important? C'est important parce qu'on dit ici sur la terre que quand tu fais le bien à quelqu'un, tu ne le perds jamais. Que deuxièmement, les États africains sont pauvres parce qu'il n'y a pas la solidarité entre nous. C'est le déficit de solidarité. Quand la crise de sécurité a commencé, les anciens présidents civils, la Bazoum, peut-être pas Roche Kaboré, mais Bazoum, Ibrahim Boubacar Keïta, étaient incapables de s'asseoir ensemble pour former une alliance afin de résoudre un problème dont eux tous étaient victimes. Ils n'ont pas su le faire. Ils n'ont pas su rallier à leur cause leurs voisins. Je ne sais pas, vous avez vu aujourd'hui, cette semaine, le président du Togo, Faure Gnassingbé, était en Russie, au Kremlin. Il a été reçu par Vladimir Poutine. Et les premières phrases qu'il a eues, il a dit à Vladimir Poutine qu'il lui remercie pour tout ce qu'il fait
pour préserver les États du Sahel debout, le Mali, le Niger, le Burkina, et que lui, au nom de tous ses frères de l'Afrique de l'Ouest, de tous les habitants de l'Afrique de l'Ouest, il tenait vraiment à remercier Vladimir Poutine. Donc, ça veut dire que les États de l'AES ont réussi à rallier à leur cause. D'abord, ont réussi à créer une confédération. Je rappelle ce que c'est qu'une confédération. Une confédération, c'est une fusion des États qui acceptent de mettre en commun un certain nombre de pans de leur souveraineté. Par exemple, la défense, par exemple, la diplomatie, par exemple, la défense. Si un État est attaqué, un autre peut rentrer sur son territoire directement, sans demander l'ordre. On a vu le Niger, c'est l'armée nigérienne qui a escorté le carburant. Et l'armée nigérienne, avec 700 éléments, est rentrée sur le territoire du Mali avec le carburant pour pouvoir soulager leurs frais. C'est un don, je rappelle bien. Euh, on a vu plusieurs opérations conjointes entre l'armée du Niger et l'armée du Mali et l'armée du Burkina sur le territoire de chacun de l'autre pour bloquer les poursuites des terreaux qui fuient et se réfugient dans un autre territoire, etc. Ça, on a vu ça. On a vu également les pays du Sahel qui ont mis en place avec cette confédération-là, ils sont en train de mettre en place un ensemble de choses. Une réglementation commune pour le transport, une stratégie commune de production d'énergie, donc l'énergie pas seulement truc, hein, mais l'énergie solaire, etc. Ils ont multiplié les salons ensemble. Ça veut dire que quand il y a un salon à Bamako, sur l'artisanat, les gens viennent massivement du Niger et du Burkina pour exposer. Et idem, si c'est, etc., etc. Donc, on appelle ça la mutualisation des forces, la mutualisation des ressources. Forcément, quand vous êtes trois pays qui ont 30 millions d'habitants, quand vous mutualisez vos ressources, vous atteignez, vous devenez une force de 100 millions d'habitants. Et quand vous allez négocier, vous parlez, vous avez plus de respect. Je prends par exemple quand l'AES parle avec la Russie c'est environ 200 millions d'habitants. L'AES c'est 100 millions, donc c'est déjà la moitié. Ça n'aurait pas été pareil si l'AES venait un pays tout seul avec 30 millions d'habitants. C'est pas pareil, c'est pas pareil. Donc, ils collaborent avec la Russie, etc., etc. Donc, d'abord, l'impact de la Confédération. Deuxièmement, il ne faut pas oublier que lorsque, malheureusement, c'est malheureux, la CEDEAO, sous la pression d'un pays européen, donc de l'Hexagone, avait entrepris d'attaquer militairement. Vous avez suivi le général Abdourahmane Tiani, qui a encore rappelé ça devant ses troupes. C'est un général, c'est un commandant in chief, donc c'est le commandant de l'armée. Il a rappelé ça devant ses hommes. Il a dit, écoutez, quand nous étions en proie des difficultés ici, là, nous avions eu de sérieux problèmes et la France avait fait débarquer des hommes et du matériel au Bénin, fait débarquer des hommes et du matériel, etc., à tel endroit pour pouvoir nous attaquer, avait réussi à réunir le Niger. D'ailleurs, moi, pour protester, rappelez-vous, on avait fait une série de directs. On était dans une série de 24 directs sur la Côte d'Ivoire. On en avait fait à peu près 6. Et pour protester, on avait décidé de les arrêter parce que on ne pouvait pas comprendre que le gouvernement ivoirien veuille se joindre à un pays étranger ou bien prêter son territoire à un pays étranger comme base arrière pour attaquer un pays africain et verser le sang de nos frères. C'est pas possible. Donc là-dessus, les pays de la CEDEAO avaient mis en alerte leurs forces pour pouvoir attaquer le Niger. Et là-dessus, le Mali, ça je n'oublierai jamais, le Mali d'Assimi Goïta avait déployé les hommes, le matériel, les unités de combat, ainsi que le Burkina Faso. Mais le Mali surtout avait déployé tout de suite des hommes, des unités de combat, tout ce qu'il fallait, le matériel, les munitions, les armes, les chars amphibies, tout ça, les véhicules blindés, les véhicules de désert, etc., avaient déployé massivement ce matériel pour aller au Niger. On avait tous vu, d'ailleurs, j'ai toujours partagé cette vidéo-là que j'ai enregistrée. Cette vidéo où Assimi Goïta va envoyer les hommes. Et face au déploiement vraiment lourd de l'armée du Mali, je pense que les pays de la CEDEAO avaient reculé parce qu'ils avaient bien compris que s'il y avait une guerre de haute intensité à ce niveau-là, elles allaient être largement perdantes. Donc, les pays de l'AES, et ce qui a permis la naissance de l'AES, la signature de la charte de l'État Kogourma, qui est une charte militaire d'abord, qui dit que quand un pays est attaqué, les autres n'ont pas besoin
de requérir la vie pour rentrer sur leur territoire avec les hommes, les armes, les munitions, le carburant et les plans, la coordination des forces pour pouvoir se battre. Donc, ça vous permet aussi de voir qu'en ce moment, le Mali, il y a la soutenabilité, c'est-à-dire que l'armée malienne arrive à se défendre. Elle n'a pas fait appel aux Russes, comme j'ai entendu sur une chaîne. Elle n'a pas fait appel aux autres États voisins. Le président Abdourahmane Tiani, le président du Niger, qui a évalué à sa juste valeur le fait que le Mali était venu gratuitement avec ses hommes, prêt à mourir, avec ses armes, avec ses munitions et tout, pour dissuader ceux qui voulaient attaquer le Niger et que ça a marché, a renvoyé l'ascenseur au Mali aussi en offrant 82 citernes de carburant, certainement pour l'armée malienne, pour qu'elle ait des réserves abondantes. Et la différence maintenant dans les villes qui sont hors de Bamako, Sikasso, etc., Gao, etc., pour permettre que l'activité puisse rester fluide. Donc, c'est quelque chose que nous devons apprécier à sa juste valeur parce que on voit bien que dispersés, nous sommes faibles, mais unis, nous sommes forts. Donc, on voit les Maliens aujourd'hui qui, unis avec leurs frères burkinabés et nigériens, sont forts. C'est pas facile de les démonter là d'ailleurs. Les gens qui hier disaient oui, Bamako va tomber, aujourd'hui disent Bamako ne peut pas tomber, ce ne sera pas possible parce que, etc., etc., etc. Justement, c'est parce que les trois pays de l'AES font bloc. Et à partir du moment où moi j'ai vu les soldats nigériens qui étaient très heureux, je présume que si on leur avait demandé de venir se battre aux côtés de l'armée malienne, ils l'auraient fait volontiers. D'abord, ils courent des risques en traversant la zone frontière de l'Itako, qui est une zone hautement insécurisée, où, disons, il y a des attaques sporadiques pour aller livrer le carburant dans le Mali et ensuite qui donc ont dû travailler avec leurs frères par échange de et ce qui m'a vraiment touché, c'est que Assimi Goïta, à l'époque où il allait se battre contre le Mali, il n'avait pas dit, bon, tu vas me donner l'or, tu vas me donner l'uranium, tu vas me payer comme ça. Non. Ils avaient fait ça parce qu'ils considéraient que les Nigériens étaient leurs frères, c'est le même sang. Et le président du Niger, puisque le Mali n'a pas besoin de forces étrangères pour l'instant pour se battre, ils arrivent à contenir la situation. Le président du Niger, lui, a soutenu parce que vous savez, quand vous êtes en guerre, l'énergie c'est important hein, pour faire tourner les chars, pour faire tourner les véhicules de transport de troupes, pour faire tourner les véhicules blindés, pour faire tourner les motos, etc. etc., etc. C'est très important d'avoir du carburant. Donc ça, nos frères du Niger l'ont fait et on leur est énormément reconnaissant. C'est pour ça qu'on fait un direct comme celui-là. Voilà. Donc je souhaitais apporter cet éclairage-là. C'est notre manière à nous, pour l'instant, de soutenir le Mali. Je pense que l'attaque là ne mènera à rien. Je connais bien la tactique militaire. Quand vous faites une attaque comme celle-là, généralement pour qu'elle réussisse, il vous faut faire à peu près, disons, c'est une attaque qui doit faire être menée à peu près sur maximum un mois. Si ça excède un mois, vous n'avez plus les moyens parce que les ressources sont limitées. Il y a l'argent, il y a la nourriture, il y a le carburant, il y a les médicaments. Généralement, on planifie ça pour un mois ou deux. Or, depuis qu'ils ont commencé, voilà déjà, ça passe vite. Hein, voilà déjà un mois qui est passé. C'est pour ça que vous entendez les médias, même en France, dire que ce ne sera plus possible parce que certainement les ressources sont épuisées. Beaucoup d'hommes sont morts. Il y a la désorganisation sur le terrain. L'armée malienne a réussi à reconstituer ses réserves, faire entrer les gens qui étaient en formation, augmenter les rangs, mettre les dozos équipés militairement avec les armes, les dozos, donc les comités d'autodéfense, pour, dans les villages pour collaborer avec l'État et faire que, il y a des vidéos que moi j'ai vues. Les terreaux, quand ils arrivent dans les villages maintenant, ils sont pris en chasse par les VDP maliens qui les prennent en chasse, qui les arrêtent et qui les remettent à l'armée. Donc, ça fait que la situation est un peu difficile. Voilà, la situation est un peu compliquée pour ces gens-là. Et je pense que si ça dure encore 30 jours, ils seront vraiment à court. Maintenant, ce qu'on attend de voir, c'est la coopération des États voisins. Ça veut dire que s'ils fuient pour se réfugier dans les États voisins, il faudra que les États voisins coopèrent avec l'autorité malienne. À défaut, le Mali doit se faire respecter. Voilà. Mais on sait qu'il y a des États qui coopèrent avec les pays de l'AES pour que la sécurité revienne. Le Ghana l'a fait, le Togo le fait, le Sénégal le fait, et on espère que ce sera le cas un peu ailleurs. Voilà. Donc, je vous remercie
vous tous et vous toutes qui avez suivi notre vidéo, vous toutes et vous toutes qui l'avez partagée, je vous prie de la partager encore. Partagez-la dans vos groupes WhatsApp, partagez-la sur vos pages, partagez-la sur vos pages, partagez-la dans, dans, dans vos groupes Telegram, dans vos groupes Facebook. Invitez vos amis à s'abonner nombreux sur notre chaîne. Abonnez-vous également parce que ici, le meilleur reste à venir. Nous avons encore beaucoup à faire et on travaille ensemble pour que voilà, le meilleur reste à venir sur cette chaîne. Voilà. Je vous remercie et je vous prie de passer à une bonne et agréable semaine. Bye.